vendus moins cher dans les supermarchés alors qu'ils sont en possibilité de eux-mêmes en produire. Donc là, c'est une aberration qui fait écho à des situations que l'on connaît aujourd'hui et qui sont beaucoup plus décrites de nos jours. Mais à l'époque déjà, John Craven parle de cette situation et des effets pervers en quelque sorte de ce qu'il appelle le stakhanovisme de la mamelle, avec un sens de la formule qui lui est tout à fait spécifique. Et donc, on peut voir dans ce reportage et ce livre, qui d'ailleurs a été interdit aux États-Unis à sa parution, ça ne vous étonnera pas, il a une dimension critique et lucide qui a fortement déplu outre-Atlantique. On peut voir que John Craven tire des conclusions, des observations extrêmement acerbes sur le modèle américain et ses conséquences, notamment donc, dans le domaine du travail et pour les travailleurs. À tel point qu'en 1967, il tiendra ce propos: pour parler tout net, la présente manière de vivre américaine est sans doute la plus grande menace à laquelle notre civilisation de l'Ouest doit actuellement faire face. Et donc là, on peut voir à quel point, encore une fois, il y a ambivalence chez ce photographe et chez ce reporter, qui est John Craven, par rapport donc au thème de l'industrialisation et du développement industriel en général, puisque d'un côté, vous aurez compris qu'en tant que photographe, répondant à des commandes alimentaires, il met en œuvre tous ses talents et toutes ses références artistiques au service de la représentation positive et sublimée du secteur industriel et tertiaire ensuite, et que parallèlement, en tant que reporter tout à fait indépendant, il tient un discours beaucoup plus lucide sur encore une fois, les effets pervers et les conséquences les plus dramatiques de cette même évolution. Donc voilà pourquoi ce photographe me semblait particulièrement intéressant à évoquer. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Je ne sais plus. Oui, il est intéressant et je pense qu'en même temps, il est tout à fait emblématique d'une époque, qui est donc l'époque dite des Trente Glorieuses, au cours de laquelle il y a eu justement un mélange intime entre fascination pour le progrès et une forme d'attirance pour un futur idéalisé, et un certain nombre d'interrogations quand même en sous-main relatives aux éventuels effets justement de ces évolutions et de ce progrès. Voilà, et pour finir, donc si vous voulez en savoir plus sur John Craven ou sur cette période très intéressante pour le sujet qui nous intéresse ici, je vous invite donc à consulter l'ouvrage, donc les actes du colloque Art, Industrie et Société qui s'était tenu à Cerisy-la-Salle en 2019 et qui a donné lieu à l'ouvrage L'esthétique des Trente Glorieuses, qui est vraiment très intéressant du point de vue justement du rapport entre les arts et l'industrie dans une période où justement les arts ont pu se mettre au service du projet industriel. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions. Dominique, j'ai une petite question par rapport à effectivement ces différentes approches plus autour du bâtiment lui-même, du milieu industriel, avec une sorte d'idéalisation du site, de transfiguration même, notamment pour les travailleurs, et puis d'autres où on est plus dans une sorte d'objectivité un peu humaine, dans le courant effectivement de Walter Evans. Est-ce qu'il y a eu un passage, une progression, ou est-ce que ça se chevauche à certaines périodes, ces deux approches?
Chez John Craven. Ouais, chez John Craven. Alors ça se chevauche, enfin, ça touche, ça s'entremêle. D'accord. Puisqu'en fait, par exemple, typiquement, son reportage aux États-Unis, tellement influencé par Walker Evans, c'est 63. Et qu'après, en 75, il fait son reportage dans le monde de la banque. Et là, de nouveau, il est dans un autre schéma, une autre optique. Je pense qu'en fait, c'est vraiment selon les casquettes qu'il porte qu'il change de regard. Ouais. Et selon son degré de liberté, en fait. Parce que dans un cas, il est payé pour, et dans l'autre, il se rend indépendant. Enfin, disons qu'il fait c'est un projet personnel qu'il mène de front tout seul. Et je pense que c'est plutôt ça qui joue, plutôt qu'une évolution dans le temps. Et moi, j'avais une autre question, c'est pour ces premiers contrats, en fait, pour l'industrie minière, pour le gaz, la pétrochimie, des choses comme ça. Du coup, quelle est sa place, en fait, dans l'institution? Est-ce que c'est un photographe qui a vraiment accès à tout, ou est-ce qu'il a un certain regard? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Est-ce que dans des dossiers, il y a des éléments sur ces particularités? Oui, on n'a pas grand-chose, mais quand même suffisamment pour savoir que d'une part, donc, il travaillait à titre indépendant, et que d'autre part, il était quand même sollicité souvent par les mêmes entreprises, donc Gaz de France, Charbonnage de France, notamment, et que dans ce cadre-là, il avait toute possibilité de se déplacer, d'aller au-devant des différents postes, enfin voilà, dans les différents lieux. Ce que de toute évidence, il n'a pas eu aux États-Unis, par exemple, parce qu'on n'a pas l'équivalent dans son reportage aux États-Unis. Donc, en tant que Français et que reporter indépendant, là, il n'a pas pu, pour le coup, avoir accès aux infrastructures, à des infrastructures qui sont d'ailleurs hyper surveillées. Encore aujourd'hui, il est interdit de prendre une raffinerie aux États-Unis sous peine de prison, en photo. Donc je pense que là, il n'a pas pu faire l'équivalent, alors qu'il avait sans doute le même intérêt pour le sujet. Il y a d'autres questions. Alors attendez, monsieur, je vous ai vu en premier. Justement, comme il a été employé par des entreprises, qu'est-ce qui a suscité cet emploi? Il était connu, il avait déjà eu des références qui faisaient, ou alors c'est par... Est-ce qu'on sait ça? Hélas, non. Là, ça fait partie des zones d'ombre. Là, on n'a pas d'éléments, on n'a pas d'archives. Et... Non, je ne sais pas comment il a commencé. En effet. Merci pour la découverte. Et ma question portait justement sur les archives. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le regard pour le patrimoine industriel, par exemple, est-ce qu'il y a certains de ces œuvres qui sont exposées en galerie, ou est-ce que tout est à la BNF? Alors, tout n'est pas à la BNF. On n'a qu'un petit ensemble, mais qui provient du dépôt légal, donc de l'époque de la production. Et c'est un dépôt légal qui avait été fait par les entreprises elles-mêmes. C'est assez intéressant. C'est un choix qui avait été fait par Gaz de France et Charbonnage. Et pour finir de vous répondre, donc effectivement, John Craven est assez peu présent dans les collections publiques en dehors de la nôtre. En revanche, il y a un grand fonds important dans une galerie parisienne qui a d'ailleurs exposé son travail l'hiver dernier. C'est la galerie Berthet et Thouarès, voilà, à Paris dans le 6e. Et eux, ils ont une grande part du fonds de tirage. Est-ce qu'on a la trace d'un engagement politique? Est-ce qu'on sait s'il était de gauche, de droite? Alors c'est une très bonne question. Surtout que je ne vous ai pas dit, j'ai oublié je crois, qu'il avait eu le prix Lénine pour son livre sur les États-Unis. Mais ceci étant dit, je ne pense pas qu'il était communiste du tout. Vu les propos qu'il tient en tant que galeriste et sur le monde de l'art, je pense qu'il était plutôt du genre anarchiste de droite. Bah, c'est comme ça que je le cerne. Mais je n'ai pas d'autres éléments, hélas, pour vous répondre.
Bon, bah, merci. Ah, pardon, pas une autre question. Et du coup, malgré les études de cinéma, je ne sais pas s'il a réalisé quoi que ce soit. Ah non, je ne sais pas pour cette partie-là, non. Ça nous échappe encore. Ben, merci à tous pour ces excellentes questions.